Sur la relation homme-animal. Donc ça a déjà un petit peu commencé avec d'un atelier à 6 heures, une conférence hier soir. Et là on va continuer donc avec nos grands invités. Donc ce soir c'est Edmond Dounias qui va nous parler de la relation entre l'homme et l'animal plutôt sauvage. Et il va nous emmener sous les tropiques. Donc on aura affaire non pas au sanglier, mais au sanglier barbu. Il va nous raconter tout ça. Donc Edmond travaille au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. C'est un directeur de recherche à l'IRD. Il donne des cours en Afrique. Il étudie le sanglier barbu en Indonésie et il travaille à Montpellier. Et il habite dans un coin un peu perdu au milieu de la France. Donc c'est quelqu'un qui voyage beaucoup. Il va nous raconter un petit peu toutes ces histoires. Et il va nous raconter des aspects un peu inattendus de la relation homme-animal qui vont de la chasse, de la sociologie, de la physiologie même humaine. Il va nous raconter ça avec sa gentillesse habituelle. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. Alors, je vais essayer de vous faire voyager un petit peu sous des tropiques qui ne vous sont pas très familières. Et puis, je vais vous faire voyager en vous présentant une espèce de Zorro des forêts un peu bizarre, tout plein de poils et très attachant. Alors, on va voir si tout ça marche. Bon, vous connaissez les lieux, hein, le Vigan. Donc on va partir du Vigan pour aller de l'autre côté de la planète. Voilà, un petit focus sur l'Indonésie, l'archipel indonésien, 13 000 îles, et au milieu de cet archipel indonésien, l'île de Bornéo, partagée pour 2 tiers qui est indonésienne, ce qu'on appelle Kalimantan, les 2 tiers ici, et le restant est rattaché à la Malaisie, sur 2 territoires qu'on appelle Sarawak et Germblanc. Et puis il y a un 3e pays qui est là-dedans, c'est une toute petite enclave qui est le Sultanat de Brunei, un tout petit pays, mais une des plus grosses fortunes du monde. Alors, vous connaissez ce refrain ? J'imagine. Donc l'image est un petit peu rognée sur le haut. Hein. Tous les gars du village étaient là. Donc nous sommes en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec donc une femme papou qui est en train d'allaiter d'un côté son enfant et de l'autre un petit marcassin pour vous introduire les sociétés du cochon, qui ont été abondamment décrites dans la littérature anthropologique, notamment autour des travaux fondateurs d'un chercheur qui s'appelle Roy Rappaport, qui a publié un ouvrage à la fin des années 60 qui s'appelle Pigs for the Ancestors, et qui a montré comment dans ces sociétés du cochon, le cochon intervient comme un régulateur rituel des relations entre la société, la nature, les voisins et le monde surnaturel. Alors, Papouasie-Nouvelle-Guinée, un territoire qui fait à peu près la superficie de la France, c'est 15 fois moins peuplé que la France, mais ce petit État a une diversité culturelle qui est 300 fois supérieure à la nôtre. Hein. Il y a 1500 ethnies qui vivent dans ce territoire où la densité de population est de 0,001 habitants au kilomètre carré. Voilà, donc ce que Roy Rappaport a montré, notamment chez les Tsembaga, c'est le fait que cette société guerrière organise des guerres rituelles qui constituent le véritable mode de régulation des échanges sociaux au sein de cette société. Et ces échanges sociaux se font autour de la population de cochons. En gros, on a un cycle qui est que quand on a beaucoup de cochons, eh bien, on va aller se les voler, on va aller piquer les cochons des voisins.
ce qui va provoquer une guerre. Et pour que la guerre puisse se dérouler dans de bonnes conditions, on va organiser des sacrifices massifs de cochons. Et puis donc la population de cochons va passer à l'as sous forme de sacrifice, et puis il va falloir recomposer ce cheptel, et la recomposition de ce cheptel se fait dans un cadre de divagation libre de ces cochons, et donc on est obligé de passer par une période de paix temporaire pour reconstituer son cheptel, et quand son cheptel sera reconstitué, on pourra reprendre le chemin de la guerre. Alors une autre société de Papouasie qui s'appelle les Tombenaenga, qui ont été étudiés par un autre anthropologue, montre que ces gens utilisent leurs cochons comme une véritable monnaie. Donc ces cochons, ces petits marcassins que vous voyez dans les bras de ces dames, qui sont chéris, choyés, comme des membres de la famille, ne sont jamais consommés, quasiment jamais consommés. Ce sont des vecteurs de transactions à l'occasion des mariages, à l'occasion des pactes d'alliance, à l'occasion de restitution de prisonniers de guerre. C'est le billet de banque des Tombena. Toute transaction sociale se fait par échange de marcassins qui parfois peuvent revenir à la case de départ chez son propriétaire initial au fil de ces transactions. Donc voilà, beaucoup de travaux qui ont été dédiés dans cette région du monde à ces sociétés qui vouent un culte permanent aux cochons domestiques. À peu près dans la même région, eh bien, il y a un certain nombre de sociétés qui dépendent du sanglier sauvage pour leur raison d'être en tant que société et leur subsistance au quotidien. Et ces sociétés ont été très peu documentées. C'est le cas notamment des Punan que je vais vous présenter ce soir. Alors, on est d'autant plus frustré que, à l'évidence, ce sanglier constitue une ressource clé pour appréhender le changement forestier dans ces régions. C'est un indicateur de la dégradation de ces écosystèmes forestiers. Il intervient dans les comportements alimentaires de ces populations et il révèle la forte dépendance socio-culturelle de ces sociétés vis-à-vis de ces grands massifs, ces derniers grands massifs forestiers qui sont en train de disparaître assez rapidement. Alors le sanglier que je vais vous présenter donc s'appelle de son petit nom latin Sus barbatus barbatus, pour bien insister sur le fait que ce monsieur est barbu et qu'il est très difficile de l'observer in natura, donc il faut poser des caméras cachées en quelque sorte pour pouvoir l'observer dans la nature. Donc là vous avez deux spécimens qui sont en train de fouir le sol à la recherche de nourriture. Et ce sanglier barbu, eh ben, il est là depuis bien longtemps. Sa présence est attestée depuis environ 40 000 ans et le meilleur témoignage de son importance culturelle pour ces sociétés, c'est le fait qu'il figure au premier rang des animaux dessinés dans les peintures rupestres des quelques grottes que l'on trouve sur l'île de Bornéo. Et notamment là, ce dessin a été daté de 12 000 ans BP. C'est une ressource clé pour diverses sociétés de chasseurs-cueilleurs d'Indonésie, dont je mentionne quelques-uns ici. Et donc les Sakudai des îles Mentawai. Les îles Mentawai, juste pour vous indiquer où ça se trouve au sud de l'île de Sumatra, sont à proximité du point d'épicentre du tsunami qui s'est produit en 2004. Il y a eu très peu de victimes sur les îles Mentawai parce que la forêt a en fait écran à la vague. Les Kubus, qui sont des populations aujourd'hui clochardisées, puisque les forêts de Sumatra ont été quasiment intégralement converties en plantations agro-industrielles pour le palmier à huile. Quelques populations de Papouasie, notamment les Asmat, et puis les Punan de Kalimantan, sur lesquels je vais focaliser mon propos ce soir. Alors, voici l'île de Bornéo telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure, avec la répartition géographique des Punan à l'intérieur de l'île. Donc, ils sont à cheval sur la partie indonésienne et la partie malaise, à peu près pour moitié, 9 000 en Malaisie, 10 000 en Indonésie. C'était des chasseurs-cueilleurs nomades, mais aujourd'hui, moins de 5% d'entre eux continuent à avoir un mode de vie nomade. La petite vidéo vous montre le caractère extrêmement escarpé de cette région, escarpement qui fait qu'elle a été jusqu'à présent relativement préservée de l'exploitation forestière parce qu'elle pose beaucoup de problèmes techniques pour
pour extraire le bois dans ces milieux difficiles d'accès. Alors voici l'île de Bornéo telle que son couvert forestier se présentait en 1950. Et puis la petite animation qui suit va vous montrer comment la forêt a progressivement reculé à l'intérieur de ce dernier grand sanctuaire forestier de la planète. Et voici les projections pour 2020. C'est-à-dire qu'en l'espace de 70 ans, on sera passé d'un couvert de 92% de la superficie de l'île à seulement un tiers de sa superficie. Et on le voit, les derniers lambeaux forestiers préservés sont ceux qui correspondent au pays Punan, du fait de cet escarpement que je vous ai signalé tout à l'heure, qui pose des problèmes à l'exploitation forestière. Mais bon, les exploitants forestiers sont créatifs, recherchent de nouvelles techniques, le bois se vend bien et ils songent même à aller sortir le bois de ce milieu en hélicoptère, ce qui était totalement prohibitif il y a quelques années. Pour vous dire à quel point ils sont motivés. Donc les causes de cette déforestation, je les rappelle rapidement, elles vous sont familières. Bien sûr, il y a la coupe industrielle du bois, qui est montrée ici. Bornéo est une île où l'on circule principalement par cours d'eau, donc une grosse partie du bois est évacuée par rivière. Et ces conditions d'évacuation favorisent un commerce illicite du bois qui constitue à peu près 10%, ce qui n'est pas négligeable, hein, du bois qui est coupé à travers l'île de Bornéo. Mais l'exploitation industrielle n'est pas la seule en cause. L'extraction minière est également importante. Une mine de charbon, un gisement de charbon exploité par les Australiens, et puis l'orpaillage qui fait d'épouvantables ravages. Hein. Aucune forêt ne peut résister à la folie de l'or. Et vous voyez comment en quelques décennies on peut transformer un paysage forestier en véritable paysage lunaire. Pollué de façon durablement, puisque l'extraction de l'or se fait au mercure et le méthylmercure va ensuite polluer les cours d'eau et poser pas mal de problèmes, notamment des maladies dégénératives qui sont observées auprès de populations amérindiennes de Guyane française. Puisque ensuite ce mercure il est reconcentré dans la chaîne alimentaire au niveau des poissons carnivores qui sont les plus appréciés par ces populations de forêt, et donc qui consomment, et ces poissons reconcentrent le méthylmercure qui passe dans l'alimentation humaine. D'autres facteurs de déforestation importants, les plantations agro-industrielles. Là vous avez un vaste projet de conversion de forêt de Bornéo de 16 millions d'hectares de forêt en plantation de palmiers à huile pour la production de biocarburants. Et puis l'agriculture pionnière. L'Indonésie est donc un vaste archipel, 13 000 îles, le plus grand pays musulman du monde, de 150 millions d'habitants. 80% de la population de cet archipel vit sur la seule île de Java. Donc une île de Java avec des régions rurales avec plus de 800 habitants au kilomètre carré. Et vous avez bien sûr autour un véritable Eldorado d'îles peuplées par des animistes ou des chrétiens qui sont donc colonisés par ces colons agriculteurs qui sont soutenus par le gouvernement centralisé de Java. Et à cette colonisation agricole s'ajoute un prosélytisme religieux, une colonisation religieuse à travers donc une expansion, une espèce de djihad à l'intérieur du pays par une politique de transmigration et qui est passée sous silence parce que c'est de la migration à l'intérieur du pays, donc dans un pays souverain. Mais c'est la raison pour laquelle il y a énormément de mouvements indépendantistes et d'instabilité politique à travers l'archipel indonésien. Donc dans cette région de Bornéo où j'ai travaillé, j'ai plus précisément travaillé chez les Punan Tubu, du nom de la rivière Tubu, dont ils doivent leur nom. La voici, cette rivière. Et ces Punan, sont partagés entre la ville et la forêt parce qu'il y a maintenant 30 ans, une partie de la population Punan de cette rivière a répondu à l'injonction des autorités de quitter la forêt et de venir s'installer à proximité de la petite ville de Malinao, soi-disant pour leur bien, pour leur permettre d'accéder
à la citoyenneté et de bénéficier de tous les avantages de la ville, hein. Donc accès aux commodités de la ville, l'accès au marché, l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé primaires au niveau de l'hôpital. Malheureusement, la ville de Malinao est une boomtown, comme une ville en pleine explosion démographique, avec l'augmentation de l'industrie du bois. Et les Punan qui avaient fait le choix de s'installer à proximité, de répondre à cette injonction du gouvernement à qui on avait attribué des terres, se sont vus très rapidement phagocytés par l'expansion démographique de la ville, et les anciens propriétaires des terres sur lesquelles les gouvernements avaient installé les Punan, se sont rappelés à leurs bons souvenirs en leur disant, là vous êtes installés sur nos terres, donc maintenant vous dégagez. Et une génération après, il y a des jeunes Punan qui ont grandi là, qui ont vécu là, qui vont à l'école là et qui n'ont absolument aucune raison d'aller repartir vivre en forêt. Mais ce sont c'est une population qui est en train de devenir sans domicile fixe puisqu'ils sont chassés des terres sur lesquelles on les avait installés. Et puis les maigres portions de terre qu'ils cultivent, comme il y a un problème d'accès à la terre, ils sont obligés d'utiliser des intrants phytosanitaires, et donc avec toutes les conséquences en termes de santé publique, surtout quand ces produits sont utilisés sans aucune protection et sans respect des règles élémentaires de manipulation. Donc voilà la situation des Punan de la ville. Mais notre frange des Punan Tubu a refusé de répondre à l'injonction des autorités et a fait le choix de rester vivre en forêt sur la rivière, donc dans une zone très faiblement peuplée, très difficile d'accès. Il faut plusieurs jours de pirogue pour arriver jusqu'au premier village. Et donc des Punan qui se sentent un petit peu délaissés, oubliés par les autorités, qui n'ont un accès à rien, qui n'ont droit à rien, mais qui bénéficient quand même d'un environnement avec une eau saine et puis une forêt encore giboyeuse et non encore exploitée. Donc c'était les conditions idéales pour un anthropologue pour explorer comment finalement deux populations qui ont la même origine, la même langue, la même culture, mais sont donc confrontées à des environnements et des environnements écologiques et sociaux complètement différents. Écologiques, sociaux et économiques, je voyais pas le dernier mot. Voilà, donc idéal pour mener une étude comparative de deux communautés dans des environnements différents et de voir finalement les trade-offs, les avantages et les inconvénients de ces deux modes de vie qui a fait diverger ces deux communautés qui ont pourtant la même origine. Alors une petite présentation générale de la société Punan à travers sa démographie. Là, vous avez une pyramide des âges typique de société en développement avec une base très large, beaucoup d'enfants, et puis quelque chose qui se réduit très rapidement quand on passe le cap des 50 ans, et donc les plus de 65 ans ne représentent que 2% de la population totale. Sachant qu'en France, les plus de 70 ans représentent presque 25% de la population, pour vous donner un ordre de grandeur. Le pendant de cette forte mortalité, de cette faible population âgée, c'est qu'il y a une très forte mortalité infantile pour les enfants de moins de 5 ans. On ne compte pas en pour 1000 comme chez nous, mais on compte en pour 100. Et donc, vous voyez, au fur et à mesure que vous vous éloignez de la ville et que vous allez à l'intérieur de la forêt, eh bien, vous passez d'une mortalité infantile de 7 à plus de environ 36% pour les villages les plus isolés. C'est-à-dire que sur ce panel de photos d'enfants que vous voyez à gauche, eh bien, un tiers n'atteindra pas l'âge de 5 ans. Quelle est la situation économique des Punan? Eh bien, elle est très variés, c'est-à-dire que vous en avez des très pauvres et puis vous en avez aussi quelques individus qui sont extrêmement riches. Donc là, en ordonnée, c'est le revenu annuel par personne en millions de roupies. Bon, les roupies, ça vaut pas grand-chose. Alors vous laissez pas impressionner par les millions. Être millionnaire en roupies, ça vous fait pas très riche.
Si on pose un petit peu cette richesse en termes de standards et de poverty line, donc de ligne de pauvreté, telle qu'on l'a définie à l'échelle internationale. Maintenant, la ligne de pauvreté est à $2 par personne et par jour. Bon, il y a une décennie, elle était fixée à $1 par personne et par jour, et donc 83% des Punan on peut considérer que 83% des Punan vivent en dessous du seuil de pauvreté internationale. Si on ramène cela à la moyenne des revenus pour la partie indonésienne de l'île de Bornéo, le ratio tombe à environ 40%. C'est-à-dire que par rapport au reste des Indonésiens qui vivent sur l'île de Kalimantan, les Punan ne sont pas beaucoup plus pauvres que la moyenne de la population. Mais donc ont un mode de vie chasseur-cueilleur qui a atteint ses limites et une très forte pression pour les amener à changer de mode de vie et à devenir de bons citoyens. Et de bons citoyens en Indonésie, c'est d'être des agriculteurs, des riziculteurs, et certainement pas courir la forêt après les sangliers. Donc c'est une société qui est tiraillé entre le désir de préserver une certaine tradition exprimée ici par les grandes oreilles de cette grande époque où ces populations étaient chasseurs de têtes, et puis encore la pratique de certaines formes de chasse comme la chasse de la faune arboricole à la sarbacane, et puis en même temps d'aspirer à une certaine modernité illustrée ici par ce jeune commerçant Punan qui est en contact avec ses fournisseurs par téléphone satellite ou le port de certains vêtements qui peuvent prêter à sourire. Toujours est-il que concilier ces deux modes de vie est mission impossible, et donc on est confronté à une société schizophrène qui a du mal à concilier l'inconcevable. Alors oui, la modernité qui apporte tous ces atours positifs. Les Punan aspirent comme tout le monde à boire du Coca-Cola, à regarder la télévision, à porter des blue jeans. Et puis en même temps, cette modernité, notamment autour de l'activité d'exploitation forestière, apporte de nouvelles maladies. Là, c'est la première campagne de lutte contre le sida tolérée sur l'île de Bornéo, et elle date de 2004, c'est-à-dire hier seulement. Donc Bornéo a pris énormément de retard en termes de prévention de certaines maladies qui peuvent se développer très rapidement au niveau de ces campements forestiers, et qui sont la prostitution, l'alcoolisme, la violence conjugale, sont autant de signes de mal-être qui gagnent ces populations de façon explosive et très rapide. Voilà, donc des aspirations contradictoires, difficiles à concilier, ce que signifie un petit peu ce dessin humoristique où les chasseurs-cueilleurs disent à l'anthropologue, voilà, on a essayé la chasse, et puis après on a essayé la cueillette, mais maintenant on préfère aller manger dehors. Alors, après vous avoir présenté les Punan, je vais vous présenter dans quel type de forêt ils vivent, parce que c'est très important pour comprendre l'histoire de ce soir. C'est le deuxième acteur de ce triptyque. On a une population très particulière, et puis on a une forêt qui est tout aussi particulière. Cette forêt de Bornéo, elle est caractérisée par la dominance d'une famille d'arbres qu'on appelle les diptérocarpacées, qui se trouve par ailleurs constituer l'essentiel des essences forestières qui sont recherchées par les exploitants forestiers, et c'est la raison pour laquelle ce massif est particulièrement fragile, puisqu'il y a une famille qui prédomine très largement, et pas de bol, c'est dans cette famille-là qu'on va trouver les essences convoitées par les exploitants. Et puis cette forêt à diptérocarpacées, dont vous avez un aperçu du genre de fruits qu'elle est capable de produire, elle est caractérisée par un phénomène très particulier qui est que, à un endroit donné de cette forêt, et sur un laps de temps extrêmement court, toutes les essences vont se mettre à fructifier en même temps. Donc c'est un phénomène donc de fructification massive, qui fait que jusqu'à 90% des arbres que vous allez trouver sur un patch de forêt à un endroit donné vont se mettre à fructifier en même temps. Mais
Ils vont le faire de façon totalement irrégulière, c'est-à-dire qu'il va y avoir des années consécutives de fructification, et puis après, derrière, plus rien pendant plusieurs années. Vous pouvez avoir 15 ans sans fructification. Cette fructification, elle se produit sur un très court laps de temps, pour un endroit donné, et puis ensuite, elle est asynchrone d'un lieu à l'autre, c'est-à-dire que quand un endroit va fructifier, passer quelques semaines, c'est un autre endroit de la forêt, distant de plusieurs centaines de kilomètres, qui va se mettre à fructifier à son tour, et puis un autre endroit qui va se mettre à fructifier, et puis un autre endroit qui aurait dû fructifier, et puis qui va pas fructifier, on ne sait pas pourquoi. Les écologues s'arrachent un peu les cheveux sur quelles sont les logiques qui dictent ce phénomène. Les connaissances les plus récentes montrent, en fait, en reconstituant les périodes de fructification massive a posteriori, qu'elles coïncident avec des inductions de fortes sécheresses qui sont accentuées aujourd'hui, sous l'effet du changement climatique, par le phénomène de El Niño, qui se produit quelque part à l'ouest du littoral de la côte atlantique américaine et qui a des répercussions décalées, retardées, jusqu'à l'autre bout de la planète. Donc très clairement, il y a des périodes de forte sécheresse qui vont induire ce phénomène de fructification, et les écologues essaient d'élaborer des modèles prédictifs pour essayer de comprendre comment se passe ce processus. Ah, il y a ma petite phrase en bas. Alors ça, c'est un aspect important, c'est pourquoi les Alpes se mettent à agir de la sorte. Eh ben, c'est ce qu'en écologie on appelle la stratégie de la satiété du prédateur ou de la protection par le nombre. Pour mieux vous faire comprendre quel est l'intérêt d'une telle stratégie, c'est celle qui est adoptée par les gnous, par exemple en Afrique de l'Est. Donc les gnous vont organiser leur migration par dizaines, centaines de milliers d'individus. Ils sont tellement nombreux à se déplacer en même temps au même endroit que leurs principaux prédateurs ne peuvent pas en venir à bout. Donc on sature le prédateur par un effet de nombre. Un autre exemple de stratégie de même type, ce sont les termites ailés, donc les termites sexués qui vont aller fonder une nouvelle termitière et qui vont se mettre à sortir. Il y a une période d'essaimage qui ne va ne durer que quelques minutes, à un moment stratégique de la nuit, et là ce sont des millions d'individus qui vont sortir en même temps. Alors bien sûr tous leurs ravageurs, tous leurs prédateurs sont au rebond pour se nourrir de cette ressource, et notamment l'homme, parce qu'il y a un certain nombre de sociétés qui sont passées maîtresses dans l'art de collecter ces termites ailés, mais ils sont tellement nombreux que de toute façon il y en a quelques-uns qui vont échapper à la curée pour aller fonder une nouvelle colonie. Eh bien, les diptérocarpacées ont la même stratégie, et cette stratégie-là leur permet en quelque sorte de contrôler le succès reproducteur de leurs principaux disséminateurs et d'avoir en quelque sorte une emprise sur les animaux qui sont dépendants de leurs fruits pour leur subsistance. Et c'est là qu'intervient notre ami le cochon. Alors, on vous a menti, la CIA vous ment depuis des décennies, voilà la vraie baie des cochons. Elle n'est pas là où vous pensiez qu'elle était. Donc cette baie des cochons recouvre l'île de Bornéo, ici, l'île de Sumatra, et puis la péninsule malaise, la pointe de la péninsule malaise. Donc vous voyez que ce mammifère un peu particulier a une aire de répartition très limitée, et donc c'est un endémique de ces trois parties du monde. Et ce mammifère, eh bien, il a développé un certain nombre de comportements qui lui permettent de s'adapter à ce phénomène de fructification massive auquel la forêt à diptérocarpacées le soumet. Donc, d'abord, ces fruits de diptérocarpacées constituent sa principale alimentation, mais comme il y a des périodes où les fruits de diptérocarpacées manquent, il doit compenser ce manque par une omnivorie. Il est capable de manger les feuilles, les fleurs, l'écorce, les fruits de plus d'une centaine d'espèces d'arbres différents, mais il est également carnivore. Il mange des algues, il mange des champignons, il peut manger le bois en décomposition, il mange des invertébrés du sol, il peut manger des petits rongeurs. Voilà, donc il peut très largement compenser quand les fruits de diptérocarpacées viennent à manquer. Et puis il a aussi, il compense ces périodes très erratiques de ressources alimentaires par une
portée, une taille élevée des portées, ce qui est 7, c'est énorme pour un mammifère de cette taille-là, et puis une durée de gestation qui est la plus courte possible, de telle sorte que les animaux peuvent rentrer en première gestation à un âge relativement précoce. En plus, il arrive à avoir 2 portées par an lorsque la nourriture est abondante, ce qui est remarquable, encore une fois, pour un mammifère de cette taille. Il peut convertir très rapidement ce qu'il consomme sous forme de graisse qu'il va stocker et qui va lui permettre de tenir pendant des périodes de pénurie alimentaire. Un taux de croissance élevé, une très grande flexibilité de taille des populations, je vais revenir sur ce point tout de suite. Et puis on voit aussi qu'il a tendance à synchroniser les pics de naissance avec les chutes de fruits. Donc il optimise au maximum sa phase de reproduction avec la disponibilité alimentaire. Et puis une petite morphologie un peu particulière, il a de très grandes jambes, j'aime beaucoup ça. Et puis c'est un excellent nageur, donc il est capable aussi de se déplacer sur de vastes territoires et de traverser d'importants cours d'eau qui en général constituent des limites, des frontières naturelles à la dispersion des grands mammifères. Lui, ça lui pose pas de problème, il traverse. Comme on le voit ici. D'ailleurs, il y a toute les Kubus de Sumatra ont un mythe fondateur autour de ce sanglier, le signalant nageant en pleine mer, ce qui a fait rire beaucoup d'écologistes d'écologues jusqu'à ce qu'on constate effectivement que ce sanglier est capable aussi de nager entre 2 îles maritimes. Et puis, alors donc, une plasticité au niveau de ces populations en fonction des ressources. Alors, je vais pas détailler tout ça parce que ça sera un peu rébarbatif. Notez simplement les parties qui sont mentionnées en jaune, c'est-à-dire qu'on peut, suivant les saisons et les circonstances, trouver ce sanglier vivant en toute petite communauté de quelques individus qui sont statiques et dispersés lorsque les ressources alimentaires sont faibles, dispersées, imprévisibles ou discontinues. Et puis suivant donc la disponibilité des ressources, on peut à l'inverse trouver des populations de très grande taille avec des périodes de migration très étendues, voire parfois des populations de taille impressionnante de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'individus qui vont migrer ensemble. Ces migrations souvent prennent les allures de migration de la dernière chance sur de très vastes territoires lorsque les ressources alimentaires ont été surexploitées et que la reproduction est compromise. Donc des meutes, des hordes de sangliers, mais avec des taux de mortalité élevés et des animaux émaciés qui sont visiblement en manque de ressources alimentaires. Donc c'est un migrateur parce que, puisqu'il dépend des fructifications massives, il va devoir se déplacer de zone de fructification en zone de fructification. Donc avec des mouvements qui peuvent être sur des cycles courts de 4-8 mois sur quelques dizaines de kilomètres, mais qui ne sont qu'une partie de mouvements de déplacement beaucoup plus amples qui peuvent s'étaler sur plusieurs centaines de kilomètres. Migration qui peut aller de tout petits groupes de quelques individus que vous comptez sur les doigts de la main à plus de 1000 individus. Et cet animal est capable de fréquenter une vaste gamme de milieux, depuis les littoraux maritimes jusqu'aux forêts marécageuses, forêts de montagne, etc. Alors au fil de ces migrations, c'est un fabuleux disperseur de graines. Et d'ailleurs, il régale beaucoup de monde, beaucoup d'autres animaux, et je reviendrai sur ce point, au fur et à mesure qu'il disperse des graines dans son sillage. Et puis c'est un régulateur de la strate herbacée. Il nettoie le sous-bois comme le ferait un mouton dans un champ de paysans de nos régions. Et en nettoyant le sous-bois, il favorise la poussée des grands arbres ligneux dans la compétition aux ressources, aux nutriments du sol. Donc, en quelque sorte, il donne l'avantage à ces grands arbres de diptérocarpacées par rapport à une végétation de sous-bois secondaire qui rivalise avec ces grands arbres dans l'accès aux ressources. Ça ne vous étonnera pas, c'est un incroyable fouisseur. Et il est capable donc de retourner le sol sur de très grandes superficies. Il va altérer les propriétés physiques du sol, accélérer la décomposition de matière organique et favoriser l'incorporation de la litière dans le sol. Donc, et
quand vous avez une horde de milliers d'individus qui se déplacent, ce travail de fouissage est gigantesque. C'est un véritable horticulteur du sous-bois des forêts à travers ce remaniement des couches superficielles du sol. Et je sais plus ce qui est écrit en bas, mais c'est pas grave. Voilà. Donc en quelque sorte, il a un rôle fondamental dans l'entretien des sous-bois de ces forêts. C'est vraiment le jardinier de ces forêts à diptérocarpacées. Et les forêts, il est la principale cible des diptérocarpacées quelque part. C'est comme si ces arbres sentaient qu'ils ont un partenaire auprès de ce sanglier. Et ce sanglier a donc développé d'abord un morphotype et puis ensuite des caractéristiques biologiques et écologiques qui lui permettent de parfaitement répondre à l'attente de ces grands arbres qui ont besoin d'un migrateur comme lui pour entretenir ces massifs. Alors, des travaux déjà anciens de Caldecott qui date de 1983, qui a été le premier chercheur à essayer de comprendre un petit peu quelles étaient les dynamiques de migration de ces sangliers, et il a pu suivre et cartographier les migrations dans une région de Sarawak de divers hordes de sangliers en 1983. Voilà ce que ça donne. Et quand il a refait le même exercice 2 ans après, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de cohérence a priori dans les logiques migratoires de ces sangliers. Et ça, donc, ça reste un gros point d'interrogation. Qu'est-ce qui anime ces logiques de migration sur de très vastes territoires, et comment fonctionne cette espèce de relation symbiotique entre ces grands arbres et ce mammifère. Alors ce mammifère, très important, vous l'avez compris, pour l'entretien de ces forêts à diptérocarpacées, eh ben, il est aussi très important pour les hommes qui vivent dans ces forêts, et notamment les Punan. Donc importance symbolique qui tient à plusieurs raisons. D'abord parce que il a des attributs physiques qui sont en général considérés comme des attributs humains. Cette barbe et cette moustache, à part l'homme, il est le seul à avoir cela, donc c'est un point qu'il partage avec les hommes. Il partage aussi avec les hommes cette propension à l'omnivorie. Il n'y a pas d'autres mammifères dans ces forêts autre que l'homme qui ait une telle capacité, une telle diversité alimentaire. Autre trait qu'il partage avec l'homme, c'est sa malléabilité sociale, puisque suivant les circonstances, il est capable de vivre seul. Il y a des sangliers solitaires dans ces forêts, un peu comme vous avez des gorilles solitaires en Afrique centrale. Et puis il est capable de vivre en groupe, voire même en horde de plusieurs milliers d'individus. Et donc ce mammifère est l'objet de manipulations rituelles régulières. Il médiatise les relations que les chasseurs-cueilleurs ont besoin d'entretenir avec les esprits qui ont le contrôle sur les ressources. Et si on ne s'entend pas bien avec les esprits de la forêt, on ne peut pas se nourrir. Et c'est ce sanglier qui va être en quelque sorte l'émissaire du dialogue entre les hommes et les divinités. Son sacrifice était important pour sceller des pactes de j'ai mis de guerre, mais en l'occurrence c'est plutôt, oui, en fait c'est des pactes de guerre, c'est-à-dire que les Punan étant des chasseurs de tête reconnus, ils passaient des alliances avec leurs voisins Dayak pour être les gardiens d'un certain nombre de ressources forestières qui étaient déjà surexploitées il y a plusieurs centaines d'années, comme les nids d'hirondelles par exemple, qui faisaient l'objet d'une appropriation particulière, et ils étaient les gardiens de ces sites. L'esprit le plus puissant et le plus redouté du panthéon Punan est un sanglier blanc qui conduit les hordes, et c'est effectivement ce que l'on peut observer in natura. Il y a un leader de ces hordes qui est en général un individu qui a un pelage qui est gris, qui frappe. On a l'impression que l'animal est blanc quand on le voit dans le sous-bois forestier verdoyant. Un peu à l'image de ces dos cendrés, ces gorilles solitaires que l'on trouve en Afrique centrale. Et puis, c'est un animal qui est saillant dans la culture et dans les propos et dans la linguistique. Et quand vous faites dessiner des enfants, si vous leur demandez de leur raconter un petit peu la nature dans laquelle ils évoluent, l'élément récurrent, permanent de tout dessin qu'un enfant vous fera de la forêt dans laquelle il évolue est le sanglier barbu.
on respire sanglier, on parle sanglier, c'est une obsession permanente. Il y a une espèce de prolixité verbale comme on parle de la pluie et du beau temps chez nous, et ben on parle du sanglier chez les Punan. C'est une obsession permanente. C'est un animal d'autant plus étonnant qu'il a très peu de prédateurs naturels, du fait de ce phénomène de déplacement en horde. Souvenez-vous des gnous tout à l'heure qui se déplacent en horde. Et quand vous avez un adulte qui pèse plus de 120 kilos, ça fait un gabarit dissuasif et même les chiens, votre meute de chiens pendant les chasses à courre peuvent être violemment, sévèrement blessés par un individu solitaire. Donc imaginez quand ce sont des hordes de milliers d'individus qui se déplacent dans la forêt, il n'y a pas beaucoup de prédateurs pour résister à ces bestioles. Mais alors parfois quand même on trouve des choses assez étonnantes. Là vous avez un sanglier qui a été avalé par un python et donc le chasseur qui a tué le python a trouvé le sanglier en cours de digestion dans le ventre du python. Donc si vous doutiez encore de la capacité des pythons à avaler quelque chose de gros, ne doutez plus. Autre caractéristique qui justifie le fait que c'est un animal qui a une place importante dans cette société, c'est cette propension qu'il a à tisser des collaborations avec beaucoup d'autres animaux du sous-bois forestier. N'oubliez pas que c'est un disséminateur, il mange comme il se doit comme un cochon, donc quand il mange quelque chose il ne le finit pas, il laisse des miettes derrière lui, et il y a toujours, quand les hordes de sangliers se déplacent, ou quand un sanglier se déplace en forêt, il y a toujours des piques-assiettes qui sont dans son sillage, et qui vont bénéficier de ces vestiges alimentaires, d'autant qu'il arrive à casser des fruits qui ont des coques très dures. Donc la graine ou l'amande n'est pas accessible. Et une fois qu'il a fait ce travail, il y en a d'autres qui vont le suivre et qui vont se régaler dans son sillage. Et donc c'est un animal qui a toujours une cour qui l'accompagne partout où il passe. Alors quand il se déplace en zone en zone sécurisée, je dirais, il y a cette cour qu'il nourrit derrière lui et qui l'accompagne. Mais bizarrement, la relation s'inverse quand il s'agit de se rendre dans les salines, qui sont des sources de sels minéraux importants pour ces animaux. Et là, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'il y a toujours une succession. Vous avez le même phénomène dans les salines, dans les grandes clairières africaines, où vous pouvez, depuis un mirador, observer la grande faune qui vient boire ou s'abreuver ou lécher les pierres salées dans une saline. Il y a toujours une chronologie depuis le matin jusqu'au soir, où vous allez avoir un ordre immuable d'arrivée. En Afrique, ce sont les éléphants qui viennent les premiers. Ensuite, vous allez voir certains cervidés qui vont arriver. Bien là, l'ordre chronologique d'arrivée dans la saline est complètement différent, mais en quelque sorte le sanglier est celui qui va arriver en dernier, et il va bénéficier en quelque sorte du passage de ses prédécesseurs qui vont sécuriser le milieu en quelque sorte. Donc il y a un certain nombre d'animaux qui ont des comportements d'alerte importants. Vous avez là plusieurs oiseaux, le roule-roule qui est ici, qui est la famille des faisans, et qui est un oiseau qui ça fait partie de ce qu'on appelle les songbirds. Ce sont des oiseaux qui sont capables de reproduire des sons quand ils l'ont entendu une fois, un peu comme un perroquet, et qui ont des cris d'alerte redoutables. Vous avez les gibbons et les macaques, qui sont également connus pour être des singes à forte voix. Vient le cerf aboyeur, bien nommé. Quand ce cerf sent un danger, il se met véritablement à aboyer comme un chien. Donc vous avez un certain nombre d'animaux qui vont passer sur la saline avant, et qui sont qui vont en quelque sorte remercier le sanglier de toute cette nourriture dont il les honore, en surveillant le milieu et en l'alertant dès qu'il y a un danger. Autant dire que chasser le sanglier dans une saline, c'est mission impossible, parce qu'il faut arriver avant le lever du jour, et puis rester à l'affût et regarder tous ces animaux passer les uns après les autres au niveau de la saline, sans faire de bruit, sans se faire détecter, et attendre jusqu'à 17h, 18h que monsieur le sanglier daigne enfin se
présenter à la saline. Ces genres de trucs, vous imaginez bien que les chasseurs locaux n'aiment pas avoir un étranger qui vient avec eux, parce que l'étranger, il va se faire repérer assez rapidement, et je confirme, à chaque fois que j'ai accompagné un chasseur à la saline, il est rentré bredouille, parce que à un moment ou à un autre, on a envie d'aller faire pipi, par exemple, et ça se fait pas, et automatiquement, tous ces animaux vont donner l'alerte, et le sanglier n'arrivera pas. Donc le chasseur aura perdu sa journée. Donc c'est un animal sociable, et là on le voit côtoyer un orang-outan comme si c'était de vieux copains. Allez, on va aller se boire une petite pression à la fin de la conférence de Monsieur Dougnas. Voilà, donc à l'évidence, à travers ces relations qu'il entretient avec tous ces animaux, que ce soit des oiseaux, que ce soit des singes, que ce soit des cervidés, eh bien on comprend que les sociétés humaines qui l'observent et qui accordent une grande valeur à cet animal lui reconnaissent un rôle de médiateur et de messager avec les esprits. C'est pas possible qu'un animal qui copine avec tout le monde comme ça, c'est le médiateur idéal. C'est donc un disséminateur de graines, de toutes sortes de graines, mais également de graines de plantes emblématiques qu'on ne trouverait pas dans ces massifs-là s'il n'y avait pas le sanglier barbu pour favoriser leur dissémination. Je cite 2 plantes remarquables, le rafflesia, la plus grosse fleur du monde. Vous n'auriez pas cette plus grosse fleur du monde si le sanglier ne passait pas par là pour disséminer les graines. Et puis le durian, le plus gros fruit comestible du monde, un fruit qui dégage une odeur épouvantable, nec plus ultra. Si vous avez assisté aux conférences de Francis Allais, vous avez dû le voir saliver dès qu'il évoque le durian. C'est quelque chose de fabuleux. Ça fait le même effet qu'un camembert à un breton. C'est le paradis absolu. Pourquoi un breton ? Oui, pourquoi un breton ? Voilà. Et puis donc les Punans connaissent très bien le comportement de cet animal et ont donc développé toute une stratégie, toute une batterie de techniques pour chasser cet animal, depuis des embuscades à proximité des sources salées, ce que j'évoquais juste avant, mais il faut pas avoir un anthropologue dans les pattes pour faire ce genre de choses, sinon ça marche pas. Des embuscades au pied d'arbres en fruits, la traque en relevant les pistes de sanglier, donc c'est de la chasse à court, on traque l'animal avec le chien. À l'inverse, on peut se mettre à l'affût et chasser à la sarbacane, comme le fait le monsieur dans la vidéo à gauche. Et puis, durant les grandes migrations, comme vous avez ces milliers d'individus qui vont suivre un leader et qui vont le suivre aveuglément, vous attendez que le leader se soit engagé dans le cours d'eau et commencer à traverser, et puis derrière vous allez avoir des centaines d'individus qui vont se jeter dans la rivière pour suivre leur leader, et là c'est l'occasion de tuer un nombre important de sangliers qui sont particulièrement fragilisés quand ils sont au milieu de la rivière, particulièrement exposés. Donc plusieurs techniques de chasse. Et puis pour vous donner une petite idée de ce que représente là ce sont des scènes de retour de chasse. Celle-ci a été filmée par un cinéaste français qui s'appelle Georges Bourdelon et qui a vécu pendant 2 ans avec Pierre Pfeffer, un petit clin d'œil à Nicolas, à Bornéo, et qui a tourné dans le milieu des années 50 un film remarquable sur les Dayaks et les Punan de Bornéo. Et puis voici un retour de chasse 70 ans après. Les techniques de portage sont à peu près les mêmes. C'est la même bestiole. Celui-ci est beaucoup plus costaud que celui de la petite vidéo du dessus. Le chien, pour la chasse à court, est un auxiliaire indispensable. On pourrait dédier une soirée uniquement à parler du chien auxiliaire de chasse chez les Punan, parce que les Punan ne tarissent pas sont intarissables sur le sujet. Donc ils surveillent très attentivement les prédispositions morphologiques des chiens qui vont composer leur meute, notamment en observant la forme de la queue ou alors le positionnement des mamelons sur le ventre du chien. Autant de signes qui leur permettent de trouver les bons chiens, et un chien Punan peut se vendre une fortune auprès d'autres sociétés de chasseurs.
Je vais aller assez rapidement parce que je suis en train de rogner sur le temps de la discussion. Toujours est-il que ces forêts se transforment, mais les conditions d'existence des Punan changent aussi, notamment donc le fait de devoir renoncer au nomadisme pour passer à un mode de vie sédentaire. Le nomadisme permettait de suivre les sangliers au fil de leur migration. À partir du moment où on passe à un mode de vie sédentaire, l'accès à cette ressource se trouve altéré, ce qui oblige donc les hommes à s'absenter pour aller chasser le sanglier, parfois à de très longues distances des villages, et cette absence des hommes conduit à une modification de la répartition des tâches entre les hommes et les femmes au sein de la communauté. Donc cette répartition, ces modifications de temps alloué aux diverses activités entre les hommes et les femmes, et directement, qu'on ne va pas analyser dans le détail ici, est directement imputée au fait que les Punan sont contraints de renoncer au nomadisme, mais ne veulent pas renoncer à la chasse au sanglier, donc une division sexuelle du travail au sein de la communauté qui s'en trouve profondément altérée. Pour aller à la chasse au sanglier, il faut savoir anticiper sur ces migrations, et donc il y a un certain nombre d'indices précurseurs que les Punan vont lire dans le milieu. Il y a des signaux visuels, des signaux olfactifs, des signaux auditifs, qui sont autant d'alertes qui vont leur permettre d'anticiper sur le moment propice pour organiser la migration, et notamment les grognements qu'on peut entendre lors des luttes entre les sangliers mâles en rut. Et on sait que puisque les sangliers ont tendance à caler les périodes de reproduction aux périodes de fructification, c'est un signe auditif qui permet aux Punan d'anticiper sur les migrations. Alors, qu'est-ce que ça représente en volume, ce sanglier? Là, j'ai fait des quantifications au niveau d'un village qui était composé de 11 chasseurs et de 68 chiens. Et donc, en fonction de la période de l'année à laquelle on se trouve, le nombre d'expéditions de chasse va varier. Le taux d'expéditions infructueuses peut passer de 22% à 68% suivant la période de l'année. La contribution des sangliers au tableau de chasse, ils peuvent en bonne période représenter plus de 80% du tableau de chasse total, et puis la composition des captures entre mâles et femelles va varier suivant la période de l'année. Et puis un autre indicateur intéressant, c'est le taux de graisse dans la viande de sanglier, qui est importante chez les Punan, et qui est mesuré là en nombre de... Les Punan comptent, leur unité de mesure, c'est le nombre de phalanges. Et donc, vous avez en abscisse de 0 à 1,8, le taux moyen de phalanges correspondant à l'épaisseur de graisse du sanglier. Et donc, vous voyez que la qualité de la viande peut considérablement varier suivant la période de l'année où le sanglier est chassé. Avec des périodes où vous avez des animaux très maigres et des périodes où des animaux sont une source importante de graisse que l'on va stocker, dont on va étaler la consommation sur l'année. Cette consommation de viande de sanglier, si sur la base des données dont on dispose, on sait que potentiellement cette population peut fournir 32 000 tonnes de carcasses par an, ce qui représente les besoins la moitié des besoins protéiques totaux de la population de Bornéo. Donc, le nombre de captures suivant la période de l'année va varier, si on considère le tableau de chasse, va varier de un peu moins de 50% à plus de 83%. Mais si on convertit ça en biomasse capturée, la quasi-totalité de ce que ces gens chassent est fournie par la viande de sanglier. Ce n'est que seulement 3% de la biomasse de la viande qu'ils vont capturer est fournie par d'autres mammifères comme certains singes arboricales ou certains cervidés. Donc c'est totalement anecdotique. Ces gens sont avant tout des mangeurs de viande de sanglier. Et quand je dis des mangeurs de viande de sanglier, c'est pas rien. Suivant la période, suivant les mesures que j'ai faites sur plusieurs années, cette consommation peut varier de 146 à 454 grammes par personne et par jour. À titre indicatif, je vous ai donné des chiffres que l'on a obtenus dans une population pygmée du sud Cameroun, qui varie de 207 à 236, donc une moins grande variabilité saisonnière, mais une proportion nettement moindre, alors que les pygmées sont réputés être de
très très gros mangeurs de viande, parmi les plus gros mangeurs de viande. Donc là, on est vraiment chez les champions du monde en matière de consommation de viande. Pour les Punan de la ville, la viande de sanglier est difficile, d'abord parce qu'il n'y en a pas beaucoup à proximité de la ville, et puis en ville, du fait de cette politique de transmigration, l'essentiel de la population qui vit dans la ville est une population musulmane, donc qui a une attitude de rejet vis-à-vis de la viande de sanglier, assimilée à celle du cochon. Donc il est très difficile pour les Punan vivant en ville de se procurer de la viande de sanglier qui devient, pour les anciens, c'est le souvenir d'un âge d'or malheureusement révolu. Et donc voilà, la consommation pour les Punan de ville, la consommation de viande n'est que de 15 à 73 grammes par personne et par jour. Alors 73 grammes par personne et par jour, c'est la consommation d'un très gros mangeur de viande en France, sachant que la consommation de viande moyenne chez les Français se situe à 45 grammes par personne et par jour. Donc vous avez un rapport de 1 à 10 par rapport à une période faste chez les Punan. Et puis un paradoxe auquel le conservateur est confronté, c'est d'où ce titre, cochon sacré pour les autochtones, sacré cochon pour les transmigrants. Eh bien, le sanglier est en péril dans les régions où il est apprécié, du fait de cette exploitation forestière qui fait que quand vous supprimez la forêt de diptérocarpacées, eh bien les sangliers sont obligés de chercher refuge dans des régions, dans des forêts secondaires ou dans des forêts donc qui sont occupées par des transmigrants. Et les transmigrants, eh bien, voient d'un très mauvais œil cette prolifération des sangliers à proximité de leur village et cherchent par tous les moyens de se débarrasser de cette peste qu'ils ne consomment pas, bien entendu, et ont recours à ce genre d'explosifs qui font mourir les sangliers dans des conditions d'agonie particulièrement atroces. Autant faire en plus souffrir la bestiole parce qu'on la déteste. Mais elle prolifère là où on ne l'aime pas, alors que les Punan ne demanderaient qu'à pouvoir continuer à manger du sanglier dans des zones où malheureusement le sanglier se fait de plus en plus rare du fait de la dégradation des écosystèmes forestiers. Alors quelles sont les perspectives autour de cette curieuse animal que vous avez ici à droite? Eh bien, c'est définitivement l'un des mammifères contemporains les plus mystérieux de la planète. On sait très peu de choses sur lui. Ce que je vous ai raconté, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation. Il faut combler les lacunes sur l'écologie et la biologie de cet animal. Essayer de clarifier quelles sont les causes de cette tantôt agrégation, tantôt démantèlement de ces hordes. Comment une bestiole peut passer de meutes de plusieurs milliers d'individus à seulement 2-3 individus marchant ensemble, voire des individus solitaires. On a vraiment besoin d'approfondir la compréhension des interactions qui lient ces migrations de sangliers avec ce phénomène de fructification massive qui est si particulier à ces forêts de diptérocarpacées. Et indiscutablement, les savoirs locaux, les savoirs naturalistes locaux de populations telles que les Punan peuvent contribuer à l'élaboration de programmes plus réalistes de conservation. Donc là, il y a un changement de paradigme, un changement de posture intellectuelle des chercheurs qui ne doivent plus travailler sur ces savoirs locaux, mais de travailler avec les détenteurs de ces savoirs. Et je suis un farouche défenseur de ce changement de posture intellectuelle, qui est aussi une posture éthique différente, qui est de considérer les détenteurs de ces savoirs sur la nature, ces savoirs locaux sur la nature, comme des partenaires de recherche et non plus comme des objets de recherche. Mais malheureusement, beaucoup de chercheurs restent à convaincre en la matière. Pour résumer, on a cet homme, le Punan et le sanglier face à face. Très clairement, la conservation de cet animal qui est mis en péril est étroitement liée à l'exploitation durable des forêts à diptérocarpacées et à la persistance de la culture Punan. Vous ne pouvez pas traiter l'un de ces trois problèmes de façon séparée des deux autres. Il faut associer par une démarche intégrée qui mobilise diverses disciplines scientifiques, l'archéologie, l'anthropologie, l'écologie, la biologie de la conservation, avoir une approche intégrée. On ne peut pas
préserver la culture punane si on ne préserve pas ces forêts à diptérocarpacées, et ces forêts de diptérocarpacées ne se préserveront pas sans le sanglier barbu. Et si vous laissez la forêt à diptérocarpacées être abattue à des fins agro-industrielles, eh bien le sanglier n'y résistera pas et la culture punane non plus. C'est très clairement une espèce clé de voûte. Alors, vous comprenez la métaphore, c'est un terme qui est beaucoup employé en écologie de la conservation, un terme emprunté à l'architecture. Là, vous avez cette clé de voûte qui est cette pièce qui maintient la rigidité de l'édifice. Vous enlevez la clé de voûte, c'est tout l'édifice qui s'effondre. Donc, c'est une métaphore que l'on doit à ce grand monsieur qui s'appelle Payne, qui a donné cette définition de l'espèce clé de voûte écologique en 1968 pour parler d'une espèce dont la présence est cruciale pour maintenir l'organisation et la diversité de sa communauté écologique. Le sanglier barbu est définitivement, clairement, une espèce clé de voûte écologique des forêts de Bornéo. Vous enlevez le sanglier, ces forêts de diptérocarpacées ne pourront plus fonctionner et les populations qui vivent dans ces forêts ne pourront plus vivre puisqu'il n'y aura plus de forêt. Mais c'est également une espèce clé de voûte d'un point de vue culturel. Ça, c'est un nouveau concept qui émerge pour caractériser une espèce qui fait l'objet de récits, de croyances, de pratiques dont l'étude permet d'approcher l'identité culturelle d'une société à travers sa relation à son environnement naturel. Donc vous ne pouvez pas comprendre le mode de vie des Punanes sans voir quelle importance les Punanes accordent aux sangliers. Donc il a un rôle très clair dans la transmission de savoir et des déroulements des rituels qui sont fondateurs et vitaux pour cette société. Il y a cette prolixité verbale, c'est-à-dire qu'on parle tout le temps de cette ressource quand elle est importante, quand elle constitue une clé de voûte culturelle. Et puis il fournit un cadre tangible d'analyse entre, d'un côté, les systèmes écologiques, cette forêt à diptérocarpacées, et de l'autre côté, les systèmes sociaux qui dépendent de ce système écologique. Ça permet d'appréhender aussi les réponses adaptatives d'une société au changement d'un milieu. C'est le cas dans ces forêts-là. Donc si vous voulez comprendre comment ces sociétés s'adaptent au changement de leur environnement, regardez le sanglier, et le sanglier va vous permettre de comprendre comment ces sociétés ajustent leur stratégie. Et puis, si vous voulez sensibiliser ou associer une société, à lui faire adhérer à des politiques de gestion ou de conservation de son milieu, eh bien, il faut que l'espèce clé de voûte culturelle soit concernée, soit impliquée. Et si vous bâtissez une politique de gestion environnementale qui valorise le sanglier barbu, soyez sûr que vous obtiendrez l'adhésion des Punanes à l'action de conservation ou de gestion que vous leur proposez. Si vous n'y associez pas le sanglier, c'est pas la peine de les déranger. Si vous voulez en savoir plus sur cette dimension double de l'animal clé de voûte, à la fois d'un point de vue écologique et culturel, je vous invite à la lecture de cet ouvrage que j'ai coédité avec ma collègue Elisabeth Motte-Florac, qui est venue vous parler hier soir, pour ceux qui étaient là hier soir, et qui permet de comprendre un petit peu tout ce processus cette notion de clé de voûte pour comprendre les interactions entre les hommes et la nature. Et pour terminer, si vous êtes comme moi devenu un amoureux du sanglier barbu, sachez qu'il y a un réseau, un groupe de recherche qui est dédié à la conservation de ces sangliers, et dont la figure emblématique est cette chère Peggy qui est ici. Et voilà. Donc si vous voulez rencontrer Peggy, vous pouvez la retrouver sur www.c4.org. Voilà, j'ai été plus long que prévu. Désolé pour ceux qui ont décroché en cours d'exposé. On va pouvoir passer au débat et au dialogue avec Vincent. Merci beaucoup de votre attention.